À remercier tous les membres de l'association du corps médical privé de la wilaya de Chlef pour leur accueil, leur gentillesse et leur amabilité. Je les remercie également pour m'avoir permis de m'exprimer et de parler sur un sujet d'actualité, un sujet brûlant d'actualité, à savoir la grippe A H1N1, qui, comme vous le savez sans doute, occupe le devant de la scène nationale ces jours-ci, de par la forte médiatisation, mais aussi de par les appréhensions qu'elle suscite, que ce soit du grand public ou même des professionnels de la santé. Je vous avouerai que je n'ai pas su par où commencer, tant le sujet est vaste et les points importants à aborder très nombreux. Mais vu le temps qui m'a été imparti pour mon intervention, j'essaierai d'axer ma communication sur 2 points. Le premier point, ça sera la mise au point sur la situation épidémiologique actuelle en Algérie et à travers le monde, et surtout sur les modalités de prise en charge des cas de grippe A H1N1, c'est-à-dire référence à la circulaire ministérielle numéro 33. En tant que praticiens, en première ligne, nous devons appliquer cette circulaire car elle est très claire. C'est une carte de route qui nous permettra de prendre au mieux chaque cas possible ou confirmé. J'essaierai d'abord de faire un petit rappel, si vous voulez, sur les notions basiques de la grippe, c'est-à-dire l'agent causal, mais aussi un rappel sur l'historique de l'épidémiologie de cette maladie infectieuse, et nous aborderons le vif du sujet. Les agents ou l'agent causal de la grippe est un myxovirus influenzé de la famille des orthomyxoviridae. Comme tout le monde le sait, c'est un virus à ARN qui est associé à des protéines situées à l'intérieur de la couche protéique. J'insiste là-dessus, c'est pour pouvoir comprendre la dénomination de grippe A, HN, la signification des H et des N, pour pouvoir donc comprendre la dénomination de la grippe. Alors les 2 protéines essentielles, elles sont à la base du typage H et N, d'accord ? Alors la première protéine est l'hémagglutinin. C'est elle qui permet au virus de se fixer sur les cellules respiratoires cibles en se liant à des récepteurs spécifiques. La deuxième protéine est une enzyme. C'est elle qui permettra de couper la liaison entre les récepteurs de la cellule réceptrice et la libération du virus, d'où la dénomination du N et des H. On dénombre 3 types de virus influenzés. Le type A, qui est le plus répandu, et qui est commun à l'homme et à d'autres espèces animales. Il faudrait savoir que le réservoir naturel de ce virus sont les oiseaux. On dénombre 16 sous-types HA et 9 sous-types NA. Mais il faudrait savoir que seuls 3 sous-types sont les plus fréquemment retrouvés chez l'homme. C'est le H1N1, qui est l'actuel agent causal de la grippe A, H1N1, H2N2 et le H3N2. C'est des sous-types qui sont responsables de grandes épidémies, comme l'actuelle pandémie, et où ils atteignent tous les groupes d'âge. Le type B, il est faiblement épidémique, il n'est que humain seulement, et il affecte essentiellement les enfants. Cette souche, on la retrouve souvent lorsqu'on fabrique les vaccins trivalents lors de la grippe saisonnière. Le type C, il est exceptionnel, il est rare, il est observé chez les humains et les porcs, et il n'est pas épidémique. Alors, ces virus grippaux, quelle est leur caractéristique principale? Ce sont leur grand potentiel de mutation. C'est ce qui fait donc cette crainte, cette phobie de voir un jour le virus grippal muter de façon brutale, comme nous allons le voir par la suite. Les glissements antigéniques, que ce sont des mutations ponctuelles du génome viral, elles sont responsables des épidémies annuelles saisonnières. Mais la deuxième modification antigénique qui nous concerne, c'est la cassure, ce qu'on appelle en anglais le shift.
c'est l'échange de segments de gènes entre sous-types de virus avec apparition de nouvelles protéines HAN1 qui justifient la nouvelle ou de nouvelles dénominations et de nouveaux numéros. Ce sont ces cassures-là qui sont responsables des pandémies et ne concernent que le virus de type A. Alors, le virus actuel est un virus recombinant. C'est un virus qui a donc subi une recombinaison entre ce type, humains et animaux, actuellement le porc. Alors, ces recombinaisons, elles surviennent lorsque deux virus grippaux infectent simultanément le même hôte, et elles vont permettre d'échanger leur patrimoine génétique. C'est le cas entre le virus de la grippe du porc et le virus de la grippe humaine. Cette situation est beaucoup plus favorisée par la promiscuité humain-animaux. C'est ce qui s'est passé au Mexique, vu la pauvreté, la promiscuité chez des gens de campagne qui font de l'élevage de porcins. Ce type de recombinaison, il est facilité par un autre intermédiaire qui est le porc. Pourquoi? Parce qu'il est sensible en même temps à la grippe aviaire et la grippe humaine. Mais il peut aussi se produire directement chez l'homme en cas de co-infection. Donc ceci pour expliquer donc, le potentiel mutant du virus et la dénomination du virus en A, H et M. Un bref rappel sur l'histoire des épidémies de la grippe qui ont émaillé donc les derniers siècles. Il faudrait savoir que l'on a retrouvé la trace du virus grippal jusqu'à 6000 ans. Mais les premières épidémies ont été décrites lors du XVIe siècle, plus exactement depuis 1510. On a dénombré au moins 4 pandémies au XIXe siècle, 3 au XXe siècle. En moyenne, on dit qu'on peut s'attendre à 2 à 3 pandémies par siècle. D'accord? Ce sont des pandémies en général meurtrières, comme l'a été la fameuse grippe espagnole entre 1918 et 1919, où l'on a dénombré à peu près entre 30 et 40 millions de victimes. Il faudrait savoir cependant que la grippe saisonnière, elle tue chaque année, à titre d'exemple, pas moins de 30 000 décès sont enregistrés chaque année aux États-Unis lors d'épidémies saisonnières en dehors de toute grande épidémie. En plus, bien sûr, du coût économique élevé, à savoir l'absentéisme, les frais de soins et d'hospitalisation. Alors, quelques dates marquantes au XXe siècle. Donc, l'on retiendra la fameuse grippe espagnole qui a suivi juste après la Première Guerre mondiale, qui a donc été très meurtrière. Elle s'est faite en 3 vagues successives, en l'espace de 2 ans. Chaque pic ou chaque vague durait à peu près entre 12 et 20 semaines. La fameuse grippe asiatique entre 1957 et 1958, mais l'on retiendra également les fameuses épidémies de grippe aviaire qui n'ont pas donc atteint un seuil de pandémie puisque ce sont des épidémies qui étaient beaucoup plus localisées au niveau du sud-est asiatique, notamment en Indonésie, mais c'était des épidémies très meurtrières puisque le taux de mortalité chez l'enfant de moins de 15 ans atteignait à peu près 98%. Elle a fait quand même 114 cas de décès. Alors, nous allons donc aborder la situation épidémiologique actuelle, où en est en Algérie. Donc la situation épidémiologique en Algérie arrêtée au 21-12 était de 567 cas confirmés, mais le nouveau communiqué qui a été publié aujourd'hui par le ministère de la Santé fait état de 607 cas confirmés, 36 décès. Aujourd'hui, ce nombre a été de 38 décès, donc on a eu 2 décès supplémentaires. Alors, réellement, si on compare ces chiffres de décès et de cas confirmés, et selon des méthodes de calcul mathématiques de l'OMS, il y aurait entre 8 000 et 10 000 cas probables. Mais personnellement, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Parce que les cas confirmés et les décès, ce sont des sujets qui sont hospitalisés, qui ont été vus dans des structures sanitaires, mais
il y a eu des syndromes grippaux qui n'ont pas été comptabilisés ni dans les structures sanitaires, ni dans les cabinets privés. Donc je pense personnellement que ce chiffre est beaucoup plus élevé. Un autre point intéressant, si on fait la première lecture de ces décès, il faudrait savoir que les 2/3 des personnes décédées étaient âgées entre 15 et 40 ans. Ce sont des statistiques qui ne sont pas du tout surprenantes, puisqu'elles concordent avec les statistiques relevées dans les autres pays et au niveau de l'OMS. Également, un autre point intéressant, 1/4 de ces décès étaient constitués par des femmes enceintes, essentiellement des parturiantes au moment de l'accouchement. Et un autre point également qui fait la gravité de cette pandémie, c'est les 10% qui n'avaient aucun facteur de risque, aucun antécédent pathologique et qui étaient âgés entre 25 et 35 ans. Donc, quand on n'a pas d'éléments prédictifs pour dire que tel individu ou tel individu fasse une forme grave, sévère, mortelle, ça reste quand même assez déroutant. Et ce chiffre-là concorde bien avec ceux des autres pays. Nous allons citer l'exemple de la France, où le nombre cumulé jusqu'au 18 décembre dernier était de 168 décès, et donc 15% n'avaient aucun antécédent pathologique, aucun facteur de risque. C'était des sujets jeunes, en bonne santé, qui font d'emblée une forme grave, sévère, mortelle. Il faudrait savoir qu'il a été enregistré jusqu'au 18-12 décembre, donc en France, 918 cas graves, dont 221 sont encore en unité de soins intensifs. Un autre point important également en France, l'on a enregistré 5 cas de résistance au Tamiflu en France métropolitaine. D'accord ? À travers le monde, jusqu'au 18 décembre, on avait au moins 52 cas de résistance au Tamiflu. En France également, on pourrait rajouter qu'à peu près 5 millions d'individus ont été atteints par la grippe A, d'après les dernières statistiques de l'Institut de veille sanitaire, et qu'à peu près seulement 7% de la population française a été vaccinée. Donc c'est largement en deçà du seuil requis qui est de entre 40 et 60% de vaccinés dans la population pour pouvoir endiguer, faire face à cette pandémie. Dans le monde, on enregistre à peu près 11 000 décès depuis le début de l'épidémie. Vous me direz que c'est peu par rapport à la grippe saisonnière, mais on est au début de cette pandémie. Il faudrait savoir que dans l'hémisphère nord, aux États-Unis, au Mexique et en Europe, la première vague est en phase descendante. Les cas en France, d'ailleurs, sont en stabilisation. Quels sont les modes de transmission? Vous les connaissez tous. Donc, du porc à l'homme, nous avons dit que c'était dû à un contact étroit avec les porcins infectés. Ceci peut se voir en cas de promiscuité, en cas de pauvreté, de conditions d'hygiène déplorables. D'homme à homme, ce sont essentiellement les voies aériennes et la voie manuportée, la voie aérienne à travers les gouttelettes de salive lors d'éternuements, de tout, et également par les mains sales. Comme disaient les Français, cette pandémie nous a apporté quand même un plus, c'est quoi? C'est qu'on a permis aux gens de revenir aux bonnes habitudes, à savoir se laver les mains fréquemment. Et on a constaté même, d'après les données du ministère de la Santé française, que le nombre de gastro-entérites a nettement diminué lors de cette épidémie et qui est en rapport au bon réflexe de se nettoyer et de se laver les mains fréquemment. Alors, sur le plan clinique, c'est un syndrome grippal comme un autre. L'incubation dure entre 3 à 7 jours environ. C'est une fièvre qui peut varier entre 38 et 39 de température, une toux, un écoulement nasal, un cortège douloureux fait d'arthralgie, de myalgie, de courbatures. On peut avoir des formes cliniques paucisymptomatiques, comme on peut avoir également des formes graves, sévères, qui peuvent être mortelles dans certains cas. Donc nous allons voir, Alors l'évolution clinique, lorsque ces formes graves, sévères surviennent, elles peuvent revêtir soit un tableau de pneumonie,
qui peuvent se manifester par un syndrome de détresse respiratoire avec des crépitants, une polypnée, et l'évolution vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë grave, au bout de 6 à 10 jours, en moyenne entre 4 à 13 jours, peut survenir, nécessitant donc des soins en réanimation. Également, on a noté des tableaux de défaillance multiviscérale qui sont assez fréquents, avec bien sûr une insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, mais également on peut avoir d'autres complications, des complications neurologiques, on peut avoir également des complications à type de pneumothorax, d'hémorragie, et ceci donc dans les formes graves qui nécessitent une hospitalisation en unité de soins intensifs. Dans ces formes-là, on peut avoir des troubles radiologiques polymorphes qui peuvent survenir dans un délai médian de 7 jours. Ce sont des opacités alvéolaires ou interstitielles qui peuvent être localisées ou diffuses, uniques ou multiples. Les examens de laboratoire ne sont pas d'un grand secours, mais on retrouvera la classique leucopénie avec lymphopénie et une élévation des transaminases hépatiques. Alors, pour confirmer un cas de grippe A, H1N1, ce sont les prélèvements qui doivent être effectués, un prélèvement nasal et un prélèvement nasopharyngé qui doivent se faire sur 2 écouvillons que l'on mettra dans un milieu de transport qui est conçu spécialement à cet effet. Ce sont des kits qui sont délivrés par l'Institut Pasteur d'Algérie à Sidi Farouj et qui doivent être acheminés dans les 24 heures vers ce centre-là. À défaut, ils devront être conservés à plus 4 degrés pendant 24-48 heures. Je fais le côté théorique, mais sur le plan pratique, ce que l'on rencontre sur le terrain, on laissera ces observations lors du débat. Alors le traitement curatif, il fera appel à un inhibiteur de la neuraminidase. Il existe 2 inhibiteurs de la neuraminidase, le zanamivir, le Relanza qui n'est pas disponible, qui se donne par voie locale, et l'oseltamivir, le fameux Tamiflu, qui existe sous forme de gélules à 75 mg, de suspensions buvables qui ne sont pas disponibles chez nous. Les formes pédiatriques, ce sont des comprimés à 30 et à 45 mg. Alors, c'est un inhibiteur de la neuraminidase. Il empêchera la libération des virus répliqués dans les cellules hôtes et son site d'action plutôt est systémique. Ces indications en traitement curatif, il sera donné chez l'adulte à raison de 75 mg 2 fois par jour pendant une durée de 5 jours. Chez les enfants de plus de 15 kg, on donnera 45 mg matin et soir pendant 5 jours. Chez l'enfant de moins de 15 kg, 30 mg matin et soir pendant 5 jours également. On aura l'occasion également de discuter du Tamiflu et des modalités de prescription et d'utilisation de ce Tamiflu en fonction de la circulaire numéro 33, parce qu'il y a débat là-dessus également. Faut-il le généraliser du moment qu'il est disponible au niveau des officines sur prescription médicale, ou faut-il l'utiliser avec parcimonie? On en discutera également. Alors, la prophylaxie, les moyens de protection, ce sont d'abord et avant tout le respect des règles d'hygiène standards universelles, à savoir un lavage régulier des mains, désinfection et stérilisation du matériel, le port de mesures de barrière préventives, à savoir les ports de masques médicaux, 3 plis pour le malade, ou appareils de protection professionnelle respiratoire de type FFP2. Mais le seul et le meilleur moyen de protection et pour pouvoir endiguer cette épidémie reste la vaccination. Je n'en dirai pas plus, je laisserai ce débat par la suite avec le docteur Benamirrouche qui interviendra pour parler de ce sujet avec moi. Quelques exemples de masques FFP2, entre parenthèses, ce type de matériel est en manque. On est obligé de l'acquérir au niveau de certains établissements privés. Alors, les modalités de la prise en charge des cas de grippe A H1N1, c'est-à-dire l'instruction ministérielle du 3 décembre 2009. Alors, pour moi, c'est une carte de route. Elle permet aux praticiens, en première ligne, de prendre en charge chaque cas, de savoir quand hospitaliser, quand faire le prélèvement,
et quand confiner le malade à domicile avec ou sans traitement antiviral. Alors, nous avons d'abord les critères de prélèvement. On ne prélève pas tout le monde. Alors, chez l'adulte, on doit prélever lorsqu'on a un syndrome grippal avec des signes de gravité. Toute forme grave suppose hospitalisation. Donc, qui dit hospitalisation, il faudra prélever. Donc, ce sont des sujets qui font soit une hyperthermie majeure, importante, ou une hypothermie, avec polypnée, tachypnée, et de surcroît l'apparition de pneumopathie avec des foyers pulmonaires, des troubles neurologiques à type de troubles de la vigilance. Mais également, ce prélèvement devra se faire chez des populations à risque. Les populations à risque actuellement, ce sont les femmes enceintes qui doivent être hospitalisées, quel que soit l'âge de la grossesse, bénéficier d'un prélèvement et de la mise en route d'un traitement antiviral, mais également en cas d'obésité. Mais également les sujets qui présentent un syndrome grippal avec une comorbidité, c'est-à-dire des sujets tarés qui peuvent présenter une maladie respiratoire, cardiaque chronique, une maladie rénale, un asthme, un déficit immunitaire, un diabète. Chez l'enfant également, ce prélèvement devra se faire lorsqu'on a des signes de gravité. Donc, il sera réservé chez l'enfant qui présente un syndrome infectieux toxique avec détresse respiratoire, une déshydratation importante ou encore des troubles neurologiques. Quant aux sujets ou aux enfants à risque également, ce sont les enfants obèses et les enfants de moins de 1 an. D'ailleurs, on en parlera par la suite pour les indications de la vaccination. Pour les enfants également tarés, qui peuvent avoir, par exemple, une cardiopathie congénitale ou acquise, une mucoviscidose ou des troubles respiratoires chroniques. Alors, les critères d'hospitalisation, nous l'avons dit, ce sont les formes graves d'abord, qui présentent un syndrome de détresse respiratoire aiguë grave, qui nécessite donc une prise en charge dans un service d'unité de soins intensifs. Ce sont donc ces malades-là qui peuvent être donc, pris en priorité, mais également des sujets à risque de complications, comme les femmes enceintes et les sujets obèses. Ceci pour les enfants, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Donc l'hospitalisation s'impose. Prélèvement, mise en route du traitement antiviral et tous les soins de réanimation qui vont avec pour les formes graves. Alors bien sûr, il y a des services de référence. Les services de référence au niveau de la wilaya de Chlef, je pense que vous les connaissez. Pour les cas graves qui nécessitent des soins de réanimation, c'est le service de réanimation de l'EPH Ouled Mohamed. Pour les cas graves de pédiatrie, c'est le service de pédiatrie de l'EPH de Subha. Mais également, nous avons les centres de référence ou les services de référence des services des maladies infectieuses de TNS. Et pour les femmes enceintes, ce sont les services de maternité. Alors, bien sûr, il est à rappeler que l'entourage immédiat de ces cas hospitalisés devra bénéficier des règles d'hygiène respiratoire avec le port du masque, bien sûr, pour le patient, l'hygiène des mains, etc., etc. Alors, les critères de confinement à domicile et qui prêtent à confusion, et là, je blâmerai les mass médias parce qu'ils ont mal interprété les critères de confinement à domicile. Les gens, bien sûr, ont mal compris cette mesure. Cette mesure a été prise vu que les capacités d'hospitalisation de nos structures hospitalières ne peuvent pas donc, prendre en charge tous les cas de grippe. Donc, les cas à hospitaliser, ce sont les cas que nous venons de citer uniquement. Les cas qui doivent être confinés à domicile, ce sont des syndromes grippaux bénins ou modérés et qui ne présentent pas un terrain taré ou un facteur de risque. Et ces patients-là doivent être donc mis sous traitement antiviral lorsqu'il y a d'abord, selon la circulaire numéro 33, une notion de séjour dans une zone d'épidémie. Cet élément, je le pense, moi, il est désuet, il n'a aucun sens puisque les cas autochtones sont apparus en Algérie, mais on pourra retenir l'élément de sujet contact, un contact étroit avec un sujet avéré ou possible
peut donc nous faire penser donc à un cas possible et mettre ce malade sous Tamiflu, le confiner à domicile avec les mesures d'hygiène standard. Bien sûr, pour les autres cas, il y a un confinement à domicile, mais s'il n'y a pas cette notion de contact avec un sujet possible ou avéré, confirmé, on ne met pas sous Tamiflu. Et là, il y a une petite polémique qui a surgi, même en France, même en Europe. Faut-il mettre tous les cas de grippe sous Tamiflu ou non? Certains disent non parce que le Tamiflu, quand même, il a des effets secondaires et qu'il faudra l'utiliser avec parcimonie pour ne pas donc entraîner de résistance, etc. Le débat est ouvert, surtout depuis que ce produit est disponible au niveau des officines qui peut être donc administré sur ordonnance médicale. D'accord? Sinon, pour les autres cas, on devra les confiner à domicile avec un traitement symptomatique, le traitement classique d'une grippe saisonnière. Bien sûr, dès l'apparition de signes de gravité ou bien sûr l'apparition d'un syndrome grippal avec des manifestations respiratoires graves, bien sûr, il devra consulter au niveau de la plus proche structure sanitaire. Je vous remercie, je laisserai les questions et le débat pour enrichir donc toutes les informations concernant ce sujet, parce qu'il y a pas mal de sujets très importants auxquels je n'ai pas abordé, la vaccination, et notamment pour les médecins privés, que doit faire le médecin privé dans son cabinet, comment devrait-il se prémunir, comment va-t-il recevoir ses patients, la vaccination, adjuvant, pas adjuvant, quels sont ses adjuvants, quelles sont ses limites, quelles sont ses contre-indications. Il y a tant de sujets à débattre, donc s'il y a des questions, le débat est ouvert et je vous remercie.